pourquoi la tour Eiffel a-t-elle la forme d'un A ? Est-ce que ça a une symbolique, c'est une signification ? Parce qu'on a l'impression que c'est la première lettre d'un prénom. Alors, c'est la première lettre d'un prénom, effectivement. Et le film qui va sortir dans un mois, qui s'appellera Eiffel, de Martin Bourboulon, ce film partira du principe que la tour Eiffel a été bâtie pour Adrienne Bourgès, qui était la jeune femme dont Eiffel a été amoureux quand il avait 28 ans et elle 18, et avec qui il voulait se marier. Et les parents les ont empêchés de se marier parce que lui venait d'une famille qui s'était enrichie assez vite, si vous voulez. Sa mère était entrepreneuse. C'était mal vu les parvenus, en quelque sorte. C'était mal vu, voilà. Oui, j'allais le dire, mais c'était des parvenus. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Comme je le racontais tout à l'heure, ce sont ses adjoints qui ont eu l'idée de la tour. Et ensuite, Eiffel, lorsqu'elle a été redessinée par l'architecte, y a vu probablement un A, comme Alice et comme Adrienne, qui étaient les deux femmes qu'il avait sans doute le plus aimées, mis à part son épouse, morte à 32 ans, quelques années plus tôt. Donc, dans le livre, je raconte ce qu'il a pu voir dans la tour Eiffel et pourquoi il était séduit par ce pylône de pont en forme de A. Mais je ne crois pas qu'il ait été pour autant conçu à cause d'Adrienne Bourgès. On l'oublie souvent parce qu'évidemment, cette tour Eiffel, Christine Cardellan, elle éclipse tout. Mais c'est aussi la tour Eiffel, Gustave Eiffel, pardon, c'est aussi la statue de la liberté. Et ça, bien avant la tour Eiffel. Tout à fait. En 1879, quand l'architecte Viollet-le-Duc est mort, c'est lui qui faisait l'armature intérieure de la statue de la liberté créée par le sculpteur Bartholdi. Et donc Viollet-le-Duc est mort et Bartholdi a demandé à Gustave Eiffel de prendre la suite et de trouver une solution pour que cette statue immense puisse rester dans la rade de New York sans être balayée par les vents et sans tomber. Et donc l'intérieur de la statue de la liberté ressemble un peu à la tour Eiffel, c'est-à-dire c'est une armature métallique très très solide, en même temps très aérodynamique, j'allais dire, enfin en tout cas qui permet à ce monument en cuivre d'être complètement stable, alors que au départ on imaginait le remplir de sable ou on imaginait des solutions pour qu'il soit très très lourd. Mais l'armature qu'a inventée Eiffel lui permet d'être beaucoup moins lourde et tout aussi solide. Un petit entraînement pour la tour Eiffel, cette tour Eiffel qui n'avait le droit de citer que 20 années. Et il s'est battu, Gustave Eiffel, pour qu'on ne la démonte pas. Comment il l'a rendue indispensable à la France, à Paris ? Eh bien, il l'a rendu indispensable à l'armée et aux scientifiques. Et ça a emporté tous les suffrages. À l'armée d'abord, parce qu'il a permis à un jeune capitaine, le capitaine Ferrier, qui était un spécialiste de TSF, vous savez, de transmission par ondes RCN, de faire des expériences à partir de la tour Eiffel. Et la tour Eiffel, pendant la guerre... C'est l'ancêtre de la radio, en quelque sorte. C'est l'ancêtre de la radio, exactement. Et pendant la guerre de 14-18, la tour Eiffel a permis d'intercepter des messages des Allemands entre eux, et a déclenché même la fameuse opération Les Taxis de la Marne, où on a envoyé des soldats en taxi jusqu'à la Marne pour se battre contre les Allemands qui étaient bloqués là. On a su que les Allemands étaient bloqués là par la tour Eiffel. C'est pour ça qu'on l'appelait la Grande Oreille. Voilà, on l'appelait la Grande Oreille à cette époque. Et il l'a rendu aussi indispensable aux savants grâce à des études d'aérodynamisme. C'est-à-dire on envoyait des objets le long d'un filin du haut de la tour Eiffel jusqu'en bas et en fonction de la forme des objets, on voyait ce qui pénétrait le plus vite, le mieux dans l'air. Il a fait aussi des études de météorologie. C'est lui Eiffel est à l'origine des premiers atlas de météorologie. À l'époque, on lui disait, mais attendez, à quoi ça peut servir de savoir le temps qu'il fera demain, à part pour les agriculteurs, les paysans, comme on devait dire à l'époque, à part pour les paysans, quel intérêt ? Et lui disait, mais on n'en sait rien. Peut-être que demain, les gens auront envie de savoir quel temps il fera, pour savoir comment s'habiller, s'ils doivent prendre un parapluie. Il nous connaît tellement bien. Il nous connaissait tellement bien. Et donc, il a rendu la tour Eiffel indispensable. Il a fait aussi des études de physiologie, c'est-à-dire de réaction du corps humain quand on est monté à 300 mètres. Et il y avait aussi un restaurant au premier étage déjà et un appartement privé. Alors ça, j'ai découvert ça dans votre livre « La vraie vie de Gustave Eiffel » aux éditions Robert Laffont. J'étais étonnée. Il y habitait, c'était son loft à lui ? D'abord, les restaurants, il y en avait 4. C'est assez drôle parce que je ne sais pas si ce serait les mêmes aujourd'hui. Il y avait un bar anglo-américain, il y avait un restaurant flamand, et il y avait un restaurant russe so chic. Et un restaurant français. Donc le russe, flamand et anglo-américain. Au premier étage. Et au troisième étage, il y avait effectivement un appartement qu'il avait demandé à se réserver, qui faisait 100 mètres carrés, et dans lequel il y avait un piano, un salon, une vue extraordinaire. Le plus beau bureau de Paris, puisqu'il en avait fait son bureau. Et c'est là où il a installé ses premiers laboratoires pour faire toutes ces expériences. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.